En 2012, des paparazzis ont surpris Meg Ryan avec un visage méconnaissable. Ses joues étaient bouffies, ses lèvres plus pulpeuses. Quelque chose avait changé, mais elle refusait de dire quoi. Pendant des années, elle est restée silencieuse tandis que les rumeurs prenaient de l'ampleur. Puis vinrent les Oscars 2025. Lorsqu'elle est apparue sur scène avec Billy Crystal, des millions de téléspectateurs sont restés figés. La femme qu'ils voyaient ressemblait à peine à la Meg Ryan des années 90. Les chirurgiens esthétiques ont commencé à dresser des listes des interventions qu'elle aurait pu subir. Les estimations étaient choquantes. Qu'est-il vraiment arrivé à la chérie de l'Amérique? La vérité est plus complexe que quiconque ne l'imaginait. Meg Ryan est née le 19 novembre 1961 à Fairfield, dans le Connecticut. Son nom complet était Margaret Mary Emily Ann Hyra. Sa mère, Susan Jordan, était professeure d'anglais et actrice à ses heures perdues. Son père, Harry Hyra, était professeur de mathématiques et portait en lui le poids de ses origines polonaises et runiennes. Leur foyer était paisible et simple. Rien d'extraordinaire, juste des livres, la routine scolaire et les dimanches matins à l'église Saint-Pied-X, où Meg et ses frères et ses sœurs ont appris le sens de la communauté bien avant de connaître la célébrité. Elle a grandi avec Dinah, Annie et Andrew. Tous trois ont reçu les mêmes enseignements sur la foi et la discipline. La vie est restée stable jusqu'à ce que Meg ait 15 ans, en 1976. Cette année-là, sa mère a fait ses valises et est partie pour New York afin de poursuivre une carrière d'actrice. La maison a changé du jour au lendemain. Harry est devenu père célibataire de 4 enfants et Meg gardait en mémoire le souvenir de la voiture de sa mère qui disparaissait au loin. Elle n'a évoqué ce moment que par bribes, mais le ton grave de sa voix en disait long. Quand sa mère est partie, quelque chose s'est brisé en elle. Les proches de la famille ont décrit la rupture comme soudaine, comme une porte qui se referme brutalement sans prévenir. Meg n'avait que 15 ans, mais elle en a ressenti toute la douleur. Elle parlait rarement de la souffrance liée à ce jour-là. Même des années plus tard, lorsque sa mère a tenté de donner sa version des faits dans des magazines et des interviews, la distance entre elles est restée. Cet événement a profondément marqué la conception que Meg se faisait de la loyauté et de la confiance. Cela restait discret, en arrière-plan de ses premières décisions. Même lorsque Hollywood a commencé à la solliciter, elle a persévéré. Au lycée de Bethel, elle a surpris tout le monde par ses nombreuses compétences. Elle a obtenu son diplôme en 1979 et a été élue la plus mignonne de sa promotion. Elle a remporté des concours régionaux DECA. Elle a reçu le prix de bonne citoyenne de la DAR et, à 16 ans, elle a remporté un concours de beauté à l'échelle de l'État, ce qui lui a permis d'obtenir une bourse pour l'Université du Connecticut. Elle a commencé des études de journalisme avant d'intégrer l'Université de New York. Elle a travaillé dur car les difficultés familiales l'ont poussée à se construire une stabilité. Elle a commencé à apparaître dans des publicités pour Burger King afin de subvenir à ses besoins. Ces quelques instants devant la caméra furent les premières pierres de son chemin vers Hollywood. En 1981, elle était à l'Université de New York et sur le point d'obtenir son diplôme. Il ne lui manquait qu'un semestre lorsqu'elle décrocha le rôle de Betsy Montgomery dans le feuilleton As the World Turns. Elle était payée 550 $ par semaine. Pour une jeune actrice, cette somme était une véritable aubaine. Elle décida de quitter l'école et de se consacrer pleinement à sa carrière d'actrice. Elle confia plus tard que les propositions de films affluaient à un rythme effréné. C'était un pari audacieux à une époque où abandonner ses études comportait de réels risques. Mais son intuition était juste. Cela la propulsa directement sous les feux de la rampe. À peu près à la même époque, elle changea de nom. Margaret Hyra devint Meg Ryan. Les agents hollywoodiens lui dirent que Hyra sonnait trop ethnique et risquait de limiter ses rôles. Elle reprit le nom de jeune fille de sa grand-mère. C'était simple et naturel. Ça rendait bien sur les affiches. Et ça a marché. En quelques années, Meg Ryan devint un nom synonyme de charme et de chaleur.
Elle avait compris les rouages du jeu et s'y était adaptée, sachant que les petits choix pouvaient parfois mener aux plus grandes réussites. Elle fit ses débuts au cinéma en 1981 dans Rich and Famous, réalisé par George Cukor, qui réalisa son dernier film. Elle y incarnait Debbie Blake, une jeune autostoppeuse mêlée à l'histoire d'une femme plus âgée. Cukor exigeait beaucoup de ses acteurs, tournant jusqu'à 12 heures d'affilée. Un baptême du feu pour une débutante, mais Meg a tenu le coup. Le film ne l'a peut-être pas propulsée au rang de star, mais il l'a plongée dans l'univers hollywoodien et lui a montré la dureté du métier. Il l'a aussi rapidement cataloguée, certains la surnommant l'innocente ingénue avant même qu'elle ne comprenne la signification de cette étiquette. Puis vint 1983 et le film d'horreur à petit budget, Amityville 3D. Elle y incarnait Lisa et dut composer avec du faux sang, des décors tremblants et des effets spéciaux plus étranges qu'effrayants. Les critiques furent impitoyables envers sa prestation. Un producteur la qualifia même de raide. La plupart des jeunes acteurs auraient abandonné. Meg, elle, fit tout le contraire. Elle s'inscrivit à l'Institut de théâtre Lee Strasberg. Elle étudia, s'entraîna et progressa. Le film ne contribua pas à lancer sa carrière, mais cette expérience la força à se perfectionner, l'éloignant des rôles oubliables pour la mener vers des projets plus ambitieux. En 1982, elle travailla pour la chaîne NBC dans une sitcom intitulée One of the Guys. Elle incarnait Lacey, la sœur pétillante de Mickey Rooney. La série fut annulée après 12 épisodes. Elle se retrouva endettée de 50 $ et dut travailler comme serveuse à Manhattan. Elle enchaînait les auditions, parfois jusqu'à 50 par mois pour des pilotes. Cette période fut éprouvante et formatrice, mais elle lui apprit à rester vigilante et à persévérer malgré les refus, une qualité qui lui serait précieuse à maintes reprises par la suite. En 1926, elle décrocha le rôle de Carol Bradshaw dans Top Gun. Plus de 200 actrices auditionnèrent, mais l'alchimie entre Meg et Tom Cruise attira l'attention de Tony Scott. Les journées étaient longues, parfois jusqu'à 16 heures. Elle souffrait du mal des transports à cause des simulateurs de F-14. Elle s'est également heurtée à Val Kilmer, le qualifiant d'arrogant. Mais le film a connu un succès retentissant, rapportant 357 millions de dollars dans le monde entier. Elle n'avait que 24 ans. Elle a touché un cachet à 6 chiffres. Mais le véritable changement fut la célébrité. Son visage est soudainement devenu incontournable à Hollywood. La même année, elle a joué dans Armed and Dangerous. Elle nourrissait de grands espoirs, allant même jusqu'à utiliser l'argent gagné grâce à Top Gun pour financer le film. Mais la comédie fut un échec cuisant. Elle ne rapporta que 15,9 millions de dollars au box-office pour un budget de 12 millions. Rotten Tomatoes lui attribua un score de 9%. Le réalisateur eut du mal à collaborer avec les comédiens. Candy et Levy réécrivirent des scènes sur le champ. Meg était déçue et perplexe. Elle pensait que Top Gun la propulserait au sommet, mais Hollywood lui a rappelé que rien n'est jamais acquis. En 1987, elle a tourné Inner Space dans le rôle de Lydia Maxwell. Le tournage semblait amusant, mais les scènes sur fond vert étaient éprouvantes. Elle a passé 8 semaines à tourner des scènes qui la rendaient claustrophobe. Les équipes des effets spéciaux utilisaient des éléments comme des oignons verts pour créer des miniatures de poumons. C'était étrange et épuisant, mais quelque chose de réel s'est produit pendant le tournage. Elle et Dennis Quaid sont tombés amoureux. Ils se sont mariés en 1991 et le film est devenu une partie intégrante de leur vie, tant professionnelle que personnelle. Puis vint 1988 et le thriller D.O.A. Elle y incarnait Sydney Fuller, une étudiante témoin des derniers instants d'un homme empoisonné. Le film nécessitait des scènes d'autopsie particulièrement difficiles. Meg avait 26 ans lorsqu'elle s'est soudainement retrouvée confrontée à des images qui l'ont profondément bouleversée. Elle a confié plus tard avoir eu besoin d'une thérapie pour surmonter la peur que cela a suscité. Cette situation l'a forcée à affronter des pensées qu'elle n'aurait jamais imaginé ressentir à cet âge-là.
Le rôle était sombre, mais il l'a aidé à comprendre ses propres limites émotionnelles. La fameuse scène de Meg Ryan dans le délit de quand Harry rencontre Sally s'est déroulée d'une manière presque irréelle. En 1989, elle est entrée dans le délit de Katz en sachant qu'elle devait simuler un orgasme devant une salle comble. Et elle l'a fait avec un petit sourire qui dissimulait sa nervosité. La table où elle était assise est désormais commémorée, et des gens viennent encore s'y asseoir pour revivre ce moment où elle a faim de perdre le contrôle. L'idée venait de la femme du réalisateur, et Ryan a réussi la prise du premier coup, mais Rob Reiner n'arrêtait pas de lui demander de recommencer. Le public était réel. La tension était palpable. Elle a dû répéter la scène encore et encore jusqu'à ce que le résultat soit parfait. À un moment donné, Rob Reiner s'est même placé devant elle et lui a montré comment simuler une crise, ce qui a tellement fait rire Billy Crystal qu'il a plaisanté plus tard en disant que le grand Joe Young en aurait été fier. Le meilleur moment fut cette réplique devenue culte. « Je prendrai la même chose », lancée par un client après l'avoir vu se servir. Le film rapporta finalement 92 millions de dollars et Ryan empocha environ 15 millions de dollars de droits d'auteur. Cette scène devint l'une des plus marquantes de sa carrière et l'a suivie partout. Son talent pour l'improvisation s'est révélé précieux pour le reste du tournage. Elle a improvisé près de 40% des répliques angoissées de Sally, puisant dans sa propre vie après son divorce. Cela a rendu son personnage très authentique, mais a aussi engendré des difficultés. Billy Crystal aimait lui aussi improviser, et il arrivait que ses blagues tombent en plein dans sa concentration. Un jour, il s'est moqué de son rire forcé, et elle a quitté le plateau, tremblante de frustration. Le tournage a failli être interrompu pendant une journée, jusqu'à ce que Rob Reiner intervienne et les calme tous les deux. Malgré tout, ces petits accès d'émotion brute ont grandement contribué au charme du film. Ils ont permis de maintenir une ambiance détendue, drôle et vivante. Ces moments ont contribué à façonner le film et à faire de Ryan une véritable star de la comédie romantique. Juste après, en 1990, il y a eu Joe contre le volcan. Elle a travaillé aux côtés de Tom Hanks sous le soleil brûlant d'Hawaï. Les journées étaient longues et s'étiraient souvent jusqu'à 14 heures. Elle incarnait 3 rôles différents, passant avec aisance de Didi à Angelica et Patricia, tout en s'efforçant de garder l'équilibre entre chacun. Hanks a admis plus tard que son énergie était parfois si intense qu'elle semblait l'éclipser. Leur alchimie était palpable à l'écran, mais en coulisses, la pression était forte. Ryan voulait que chaque rôle paraisse authentique, et cette intensité se ressentait parfois dans ses scènes avec Hanks. Malgré tout, son travail a démontré l'étendue de son talent et lui a ouvert les portes de rôles plus importants et plus profonds. Puis, en 1991, un tout autre tournant s'est produit. Oliver Stone lui confia le rôle de Pamela Courson dans The Doors, et elle souhaita comprendre l'univers de Jim Morrison. Elle se plongea dans des recherches approfondies, allant jusqu'à participer à des séances supervisées de LSD pour observer les effets de cette substance sur la conscience. Son agent paniqua, craignant que cela ne nuise à son image. Le film est imprégné de scènes de drogue, de chaos et d'émotions intenses. Ryan s'efforça de rester fidèle à la noirceur du personnage, mais le rôle l'épuisa. La critique ne fut pas convaincue par sa prestation. Pourtant, dans le milieu, on respecta discrètement le risque qu'elle avait pris. Cela prouva qu'elle était prête à s'engager dans un projet sans savoir ce qui l'attendait. Au milieu des années 1990, elle changea de registre et se tourna vers l'animation. Lorsqu'elle a prêté sa voix à Anastasia pour le film de 1997, elle a passé environ 200 heures à enregistrer les dialogues et les chansons, alors qu'elle n'avait jamais entraîné sa voix pour un tel travail. Elle a travaillé de 1995 à 1996, et l'histoire l'a profondément marquée. L'exécution de la famille Romanoff hantait ses cauchemars.
Elle se sentait proche d'Anastasia lors de l'enregistrement des scènes les plus angoissantes et elle emportait cette émotion avec elle après chaque session. Son interprétation a insufflé de la chaleur au personnage et a contribué à faire du film un classique. Mais derrière cette voix se cachait une femme rongée par la tristesse. Juste après, sa carrière atteignit son apogée. En 1993, elle devint l'héroïne de Nuit blanche à Seattle, un film qui rapporta plus de 227 millions de dollars dans le monde. Dès son premier week-end d'exploitation, le film a rapporté 17 millions de dollars. Partout dans le monde, le public est tombé sous le charme de sa voix douce et de son allure discrète. À cette époque, elle est devenue l'actrice la mieux payée d'Hollywood, empochant environ 20 millions de dollars par film. Mais malgré l'admiration du monde entier, elle a connu des difficultés. Les paparazzi la poursuivaient sans relâche et la pression lui serrait la poitrine jusqu'à ce que la panique lui monte à la gorge. Elle dissimulait la plupart de ses émotions au public, mais la peur ne la quittait pas pendant le tournage, la promotion et ses déplacements. Malgré ce chaos, le film a fait d'elle la chérie de l'Amérique et l'a propulsée au sommet de la comédie romantique. Une scène de Nuit blanche à Seattle a notamment révélé jusqu'où elle était prête à aller. Le grand final se déroulait sur l'Empire State Building. Elle voulait que ses mouvements paraissent réels, alors elle a réalisé la plupart de ses cascades elle-même. La pluie était glaciale. Elle a glissé en courant et s'est déboîté l'épaule au 102 étage. La douleur était si vive qu'elle en avait le souffle coupé, mais elle a continué à essayer de terminer la scène. Elle dut ensuite subir une intervention chirurgicale et porter une attelle lors de la tournée promotionnelle de son film suivant, IQ, en 1994. La scène en question fut tournée dans une réplique à Seattle, les propriétaires du bâtiment original ayant refusé d'en autoriser l'accès complet. Mais la blessure de Ryan stupéfia tout le monde. Elle termina néanmoins la tournée comme si de rien n'était, puis vint. Quand un homme aime une femme en 1994. Elle incarnait Alice Green, une femme sombrant dans l'alcoolisme, et s'est préparée en assistant à de véritables réunions des alcooliques anonymes pendant des mois. Elle a écouté des témoignages de familles brisées et de lentes guérisons. Certains récits résonnaient profondément en elle, car elle aussi était issue d'une famille marquée par l'alcoolisme. Le poids de ce rôle l'a profondément marquée. Elle a frôlé la rechute pendant le tournage, preuve de son immersion totale dans son personnage. Sa performance lui a valu une nomination aux Golden Globes et a permis au public de mieux comprendre la dépendance. En 1998, elle a retrouvé Tom Hanks pour le film « Vous avez un message ». Souhaitant une romance douce et naturelle, ils ont échangé des courriels complices pendant 6 mois avant le début du tournage. Pari réussi. Leur alchimie à l'écran était palpable. Le film a rapporté 250 millions de dollars dans le monde et a confirmé son statut de reine de la comédie romantique. Mais des tensions existaient entre les deux. Ryan s'est heurté à Parker Posey, dont l'énergie débordante rendait certaines scènes pesantes. La tension est montée jusqu'à frôler la bagarre. Ryan a demandé des modifications du scénario, se sentant personnellement visé par certaines répliques. Le tournage fut éprouvant, mais lorsque le film sortit enfin en salle, la complicité entre Hanks et Ryan fit oublier tous les problèmes. À peu près à la même époque, en 1998, elle décrocha le rôle dans La Cité des Anges. Ce rôle exigeait de longues scènes de pleurs qu'elle tourna inlassablement, parfois plus de 50 fois. Elle passa des semaines à traverser le deuil comme s'il pesait sur ses épaules. La scène finale de la mort a été filmée sur Old Mill Road à Crest Lane, en Californie, et exigeait d'elle une douceur telle qu'elle tremblait après chaque prise. Les fans ont découvert une nouvelle facette d'elle. Ils ont vu une femme capable de s'éloigner de la comédie et d'affronter la douleur avec une maîtrise absolue. Sa vie personnelle semblait idyllique en apparence durant ces années, mais en réalité, tout s'effondrait. Elle épousa Dennis Quaid le 14 février 1991 à Paris. Il 191 à Paris.
Ils s'étaient rencontrés sur le tournage de Inner Space en 1988 et avaient été en couple pendant 2 ans. Le mariage était féerique avec ses robes blanches, ses smokings et le décor lumineux de Paris. Hollywood les qualifiait de couple idéal. Mais quelques mois plus tard, les premières fissures apparurent. Quaid était entré en cure de désintoxication avant le mariage et luttait contre une dépendance à la cocaïne depuis des années. Ses rechutes étaient rapides et violentes. En 1998, on l'a retrouvé inconscient à leur domicile, ce qui a nécessité une intervention qui a profondément marqué tout le monde. Le mal de la dépendance planait silencieusement sur leur maison, et Ryan portait un fardeau bien plus lourd que ce que les autres pouvaient imaginer. Le 24 avril 1992, elle donna naissance à leur fils, Jack Henry. L'accouchement dura 28 heures et se termina par une césarienne d'urgence. Jack pesait 4,5 kg, ce qui rendit l'accouchement d'autant plus difficile. Brian confia plus tard que le passage d'un salaire de 15 millions de dollars par film à des nuits blanches et un nouveau-né l'avait complètement bouleversé. Elle a dissimulé la majeure partie de sa dépression postpartum, mais une thérapie l'a aidée par la suite à se confier sur la période difficile qu'elle a traversée. Son honnêteté a ensuite encouragé d'autres femmes à parler de leurs propres difficultés. Son mariage a continué de se dégrader. En 1993, elle a découvert l'infidélité de Quaid. En 1996, elle a trouvé des factures d'hôtel prouvant une liaison avec un professeur de yoga de Santa Monica. Elle a alors entrepris une thérapie. Quaid a avoué avoir eu 12 relations d'un soir pendant le tournage de Nuit blanche à Seattle. Ryan s'est senti utilisé et trahi. La confiance entre elles s'est considérablement affaiblie. En 1995, elle a adopté un régime végétalien pour retrouver santé et sérénité. Quaid est retourné en cure de désintoxication. Les fêtes de fin d'année sont devenues tendues et pesantes. Puis, elle a écrit dans ses journaux que la trahison l'avait profondément marquée. La bataille pour la garde fut intense. Elle obtint finalement la garde principale et une pension alimentaire de 10 $ par mois. Leur divorce fut prononcé en 2001, mettant un terme à leur histoire d'amour médiatisée. Elle se consacra alors à Jack, reconstruisant sa vie petit à petit. Avec le temps, elle trouva une force intérieure et choisit d'aller de l'avant, loin des projecteurs, en toute authenticité. Meg Ryan a fait son entrée sur le tournage de Proof of Life au milieu de l'année 1999, portant un poids sur ses épaules que personne ne pouvait deviner. Elle incarnait Alice Bowman, une femme kidnappée dans un monde où la tension était palpable à chaque instant. Russell Crowe interprétait l'homme qui tentait de la sauver et leur alchimie à l'écran était indéniable. Mais bientôt, cette complicité s'estompa également hors des plateaux. Une liaison discrète s'est entamée alors qu'elle était encore mariée à Dennis Quaid. Crowe lui a offert secrètement une boucle d'oreille en diamant d'une valeur de 50 $. Des paparazzis ont surpris le tournage en juin 2000 et les tabloïds ont diffusé les photos à grande échelle. Puis, en octobre 2000, les bandes annonces sont sorties et le monde entier s'est mis à murmurer. Quaid a publiquement qualifié Ryan de maîtresse lors d'interviews comme s'il était devenu la victime. Le bruit a fait le tour du web. Le film n'a rapporté que 63 millions de dollars au box-office, un résultat inférieur à son budget initial. Cette liaison de 9 mois s'est déroulée alors que les deux stars traversaient une période de grande fragilité. Plus tard, Ryan a confié que tout cela était dû à une faiblesse émotionnelle qui s'était accumulée en elle bien avant le début du tournage. Début 2001. Une surprise l'attendait. Russell l'a demandé en mariage à Sydney avec une bague en diamant de 10 carats, lors d'un voyage discret qui semblait secret. Les amis étaient au courant, les médias aussi. Le couple n'a jamais rien annoncé, mais la bague parlait d'elle-même. Puis tout a basculé. Ils se sont disputés et l'élément déclencheur fut la jalousie de Crowe envers son ancienne relation avec Tom Cruise de Top Gun. Après cette dispute, Ryan est rentré seul à New York.
Lors de ce Miramax, elle tente des sources proches du tournage ont révélé qu'elle était arrivée en retard plus de 15 fois en raison de conflits avec Quaid concernant la garde de ses enfants. Cette réputation lui a coûté le rôle principal dans le biopic de Jane Austen, un rôle qu'elle aurait pu obtenir. Après sa sortie, le film a quitté le top 10 américain dès sa 3e semaine d'exploitation. Les critiques l'ont jugé fade et ont critiqué son jeu d'actrice, le jugeant distrait. C'est à ce moment-là qu'Hollywood a commencé à la cataloguer comme une femme à problème. Puis vint Kate et Leopold en 2001 avec Hugh Jackman. Le film ne rapporta que 47 millions de dollars dans le monde. En coulisses, elle luttait contre l'épuisement dû au divorce et aux derniers soubresauts de l'affaire Crow. Le réalisateur James Mangold ajouta des scènes de thérapie au scénario uniquement pour l'aider à gérer sa souffrance, car elle transparaissait dans chaque prise. Ces scènes n'étaient pas prévues dans le scénario original, mais elles lui ont permis de s'exprimer pleinement. Malgré cela, le faible succès commercial a confirmé les craintes des studios. Son charme s'estompait et les failles étaient trop visibles pour être dissimulées. Puis, en 2003, elle a surpris tout le monde avec une version brute et ponctuée de scènes intimes avec Mark Ruffalo. Le film a essuyé une perte de 74 millions de dollars et sa place dans le cinéma grand public s'est encore davantage dégradée. Hollywood ne la voyait que comme la chérie de l'Amérique. On ne lui a jamais permis de s'épanouir. Puis, en 2004, elle a connu une période difficile. Elle s'est entraînée avec de vrais combattants et s'est retrouvée avec 2 côtes cassées qu'elle a tenté de dissimuler. La MGM a retardé la sortie du film pendant 2 ans car son nom était devenu un problème pour les équipes marketing. Elle l'a réalisé et y a joué, mais le film a connu un échec commercial, ne rapportant que 26 millions de dollars aux États-Unis et 50 millions dans le monde. Des tensions ont éclaté en coulisses avec Diane Keaton au sujet de coupes dans le scénario. L'atmosphère s'est envenimée. À sa sortie, le film a été éreinté par la critique. Peu après, il est apparu dans Adventureland en 2009, puis a intégré la Tisch School of the Arts. Il y est resté 3 ans avant de se consacrer pleinement à sa carrière d'acteur. Pendant ces années, Ryan s'est faite discrète en public. Elle a mené une vie à taille humaine, se concentrant uniquement sur son fils et construisant une existence bien différente de la précédente. Puis, en 2012, des photos prises par des paparazzis ont fait surface, la montrant le visage bouffi. Les rumeurs ont immédiatement enflammé la toile. On disait que ses lèvres paraissaient plus pulpeuses et que ses traits avaient changé. Elle a financé elle-même 30% du budget de 5 millions de dollars, les studios ayant refusé de le soutenir. Le tournage n'a duré que 25 jours en Virginie. Tom Hanks y a fait une apparition. Les critiques ont été mitigées, mais le film lui a insufflé un nouvel élan derrière la caméra. La même année, elle apparaît dans Fangirl, un petit film indépendant présenté au Festival du film de Los Angeles en juin 2015. N'ayant jamais bénéficié d'une large diffusion en salle, elle espère ainsi renouer avec un public plus vaste. Par la suite, elle étudie la réalisation au Sundance Labs et s'éloigne encore davantage de l'image qui l'avait autrefois définie. Sa vie personnelle reste tumultueuse. Sa relation avec John Mélenchon a connu des hauts et des bas de 2010 à 2019. Ces épisodes bipolaires ont engendré des tensions et, en 2014, il a mis fin à leur relation par courriel. Peu après, il est apparu avec une femme de 23 ans, sa cadette. Ryan a qualifié ces années d'épuisantes sur le plan émotionnel dans des documents judiciaires confidentiels. Ils se sont fiancés en 2018, mais se sont séparés définitivement en octobre 2019. Puis, en 2019, Jack a décroché le rôle dans la série The Boys. Ryan l'a discrètement aidé à enregistrer sa vidéo d'audition pour 2021 sans jamais y apposer son nom. Elle tenait à ce qu'il conserve sa propre identité. En 2016,
Il avait dû faire face à des commentaires cruels sur son physique, mais elle l'avait soutenu et guidé. Leur collaboration s'est renforcée. Elle le soutenait en silence et il la défendait ouvertement. Puis, en 2023, elle a fait son retour sur le devant de la scène avec le film What Happens Later. Le film, dont le budget s'élevait à 2 millions de dollars, a été réalisé et interprété par elle. Sorti le 3 novembre 2023, il a engrangé 3,4 millions de dollars dans le monde, dont 1,5 million lors de son premier week-end d'exploitation dans un 492 salles. Si certains critiques ont apprécié sa performance, d'autres l'ont moins apprécié. Quoi qu'il en soit, ce succès a démontré sa volonté de retenter l'expérience. 2 ans plus tard, en 2025, elle est montée sur la scène des Oscars avec Billy Crystal pour remettre l'Oscar du meilleur film. Les téléspectateurs sont restés figés en la voyant. Son visage a déclenché une avalanche de mèmes. On a remarqué une peau plus ferme, des lèvres modifiées et un regard plus doux. Le docteur Samuel Gulpanian, chirurgien plasticien de Beverly Hills, a déclaré que la transformation avait commencé entre 2006 et 2011 et a évoqué la possibilité de mini-lifting, de lifting des sourcils et d'injection de produits de comblement. En 2025, beaucoup estimaient qu'elle avait dépensé plus de 100 $ en intervention. D'autres l'ont défendue, affirmant que l'industrie lui faisait pression depuis des décennies. Puis, elle a finalement pris la parole. En 2025, elle est apparue dans un podcast et a parlé de sa dysmorphie corporelle. Elle a balayé d'un revers de main les rumeurs de chirurgie esthétique, les qualifiant de mesquinerie stupide. Elle a également révélé à quel point l'infidélité et le divorce l'avaient anéantie. Elle a admis avoir un temps envisagé de quitter définitivement Hollywood à cause de l'humiliation. Elle a dit se sentir sabotée et émotionnellement brisée. Cette sincérité a touché de nombreux auditeurs. En 2024, elle a créé sa propre société de production. L'un de ses premiers projets portait sur son divorce avec Quaid et la bataille pour la garde de leurs enfants, qui lui a coûté plus de 2 millions de dollars en 2001. Elle a tenu Jack à l'écart du projet afin de le protéger de vieilles blessures. Les histoires qu'elle projetait de raconter étaient nées de souffrances réelles et portaient de la voix de femmes oubliées. Ce projet marquait le début d'un nouveau chapitre pour elle, derrière la caméra. Aujourd'hui âgée de 63 ans, elle affirme évoluer vers une plus grande authenticité. Son nouveau look, qui attire l'attention, ne passe pas inaperçu. Elle explique qu'elle se détache de son ancienne image. Elle a également annoncé une série Netflix consacrée aux scandales emblématiques d'Hollywood. Sa sortie est prévue pour fin 2025, avec elle comme narratrice et productrice exécutive. Elle souhaite y dévoiler les histoires qu'elle a vécues, des histoires empreintes de secrets, de pression et des aspects les plus sombres de la célébrité.